Comment ça va, Swan? Ça va super, j'ai un petit thé dans une très jolie tasse. Ok. Je suis bien accueillie, Tu te sens je suis bien? un humoriste, tout va bien. Trop bien. Est-ce que tu acceptes les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission? Bien sûr, mais je souhaiterais les garder pour après, s'il te plaît. Toi d'ailleurs, ça t'attirait en vrai d'avoir le pouvoir? Ouais, moi ça m'attirerait beaucoup. Ouais. Bah en fait, récemment j'étais dans une table ronde avec Jean Covici. Et donc il y avait François Ruffin, le bras droit d'Édouard Philippe et un mec qui écrivait des discours de Macron et moi. Ok. C'est hyper drôle. Et en gros, à un moment, il s'est tourné vers moi et il dit je pense que c'est intéressant de vous avoir, Swan, et vous voyez, je crois. Parce que je pense pas que vous ayez de prétentions politiques et tout. Et j'ai dit non et tout. Et dans ma tête, je me suis dit si. En gros, je me suis dit, en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question et je me suis dit oui, en tout cas, politique locale, ouais, carrément, carrément. Il y a une influenceuse comme ça qui s'est présentée aux législatives. Okay. Sur Instagram, elle s'appelle Girl Go Green et elle reprend vraiment tous les codes de ce qui buzz sur TikTok. Plus personne ne dit buzz, mais moi, ça m'amuse. Sur TikTok, sur Insta, et elle en fait des discours politiques, des trucs militants, hyper sexy, engageants, drôles et tout. Et elle s'est présentée aux législatives. Okay. Et donc, elle n'a pas gagné, mais elle a fait, je crois, 25% de plus que le parti avait fait des années avant, avant elle. Donc, vraiment une super nana. Donc, je ne sais pas si je vais me présenter aux législatives, mais par contre, bosser plus dans l'associatif, m'engager, essayer de gagner certaines victoires politiques à l'échelle locale, c'est un truc que j'aimerais trop faire à long terme. Ouais. Et tu le mets où, le pouvoir d'un artiste ou d'un influenceur, parce que tu vois, t'as quand même une audience c'est sûr. assez importante. Il y a plus de gens qui te suivent que de gens qui sont abonnés au Monde, le journal. Ouais, c'est vrai. C'est quand même marrant, tu vois. C'est incroyable. Il y a combien d'abonnements au Monde? Je crois que c'est genre 300-400 000. Ah ouais. Mais bon, c'est un journal, c'est payant, machin, mais tu sais quand même quoi. Moi, en tant qu'artiste, avant, je faisais que rire, et maintenant, j'essaie de faire réfléchir aussi. Donc, je me dis que j'ai un devoir d'informer. Et après, j'ai le pouvoir de créer des déclics, de faire germer des graines. Après, est-ce que les gens passent vraiment à l'action? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule entre faire rigoler et parler vraiment de gros sujets? Ouais, bien sûr. Artistiquement, moi, maintenant, je m'ennuie quand c'est pas trop politique, quoi. Quand c'est pas trop engagé, ça m'ennuie très vite. Mais le point de bascule, ça a été, j'ai fait une vidéo pour dire aux gens de voter pour Mélenchon. Ouais, juste avant les élections. D'ailleurs, j'ai dû supprimer la vidéo parce que tu sais, t'as pas le droit de faire la promo d'un ou d'une candidate dans les 48 heures avant l'élection. Ok. Et j'ai fait une vidéo qui a fait genre 1,5 million de vues où je disais, vous savez, en tant qu'influenceuse, moi je suis pas là pour vous dire pour qui voter pour Mélenchon par exemple. Enfin voilà, moi, si par exemple je votais pour Mélenchon parce que je trouvais que c'était celui qui avait le programme avec le plus de justice sociale et le plus de propositions sérieuses pour l'écologie, je vous dirais votez Mélenchon. Mais est-ce que je vais être là pour vous dire Mélenchon, faut voter Mélenchon? Non, même si je votais Mélenchon, et d'ailleurs je vote Mélenchon, est-ce que je suis là? Est-ce que c'est mon rôle vraiment de vous dire de voter pour Mélenchon? Oui, ça pourrait être mon rôle de vous dire de voter pour Mélenchon, mais je m'interroge. Voilà, donc ça a bien marché. Il y a plein de gens qui n'osaient pas dire qu'ils votaient pour Mélenchon. Je sais pas quoi faire de ce sceptre. Tu vois, le pouvoir c'est chiant à gérer. Ouais, hyper pénible, lourd sur mes épaules. Je préfère plutôt boire mon petit thé. Ouais, là, en fait, j'ai fait exploser toutes les barrières de est-ce que je fais des trucs engagés ou pas, quoi. Ok. Voilà, c'était pas très engagé. Je me souviens pas s'il y a eu des abonnements, mais j'ai eu plein de messages critiques. Tout comme quand tu dis il faudrait cesser le feu, les gens s'excitent. Tu vois, genre, tout est engagé aujourd'hui, tout est politique, tout est controversé. Première mesure, Swan. La première mesure que je mets en place, le logement pour tous. Ok. Il faut que je t'adoube à chaque fois ou pas? Tu peux m'adouber à chaque fois, c'est comme tu le sens. Un peu répétitif. Logement pour tous. En fait, j'ai eu une conversation avec un économiste de la décroissance qui s'appelle Timothée Paric, qui disait c'est une question d'allocation de ressources. En gros, il dit aujourd'hui, les gens s'ils vivent dans la rue, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de maisons. C'est parce qu'on s'est pas très bien organisé pour qu'elles appartiennent pas qu'à une petite partie de la population. Donc, logement pour tous, la base quand même. Petite maison, petit toit, petite toilette, petit lavabo. Voilà. Une salve de mesures. J'hallucine que ce soit pas déjà le cas. Des mesures qui devraient absolument déjà être le cas d'après toi. Écoute, j'hallucine que ce soit pas encore le cas, que le glyphosate soit pas interdit. Okay. Ça me fait halluciner. Tous ces produits où c'est impossible de dire à 100% ceci n'est pas dangereux pour la santé et toutes les probabilités, les études et tout convergent pour dire c'est une cata, ça va tuer tout le monde. Qui n'ait pas le droit au logement pour tous, qui n'ait pas le droit à une bonne alimentation pour tous. Que les logements ne soient pas isolés alors que ça avait été promis, que c'est un truc qui donne de l'emploi en France, qui permet de mieux vivre
confortablement et qui est une super mesure pour lutter contre le réchauffement climatique. Ouais. Donc ça me fait halluciner. Écologie ? En fait, que la politique agricole commune soit concentrée pour aider les gros exploitants de monoculture, c'est hyper cliché ce que je dis parce qu'il faut du détail, mais vraiment, il est prouvé qu'il va falloir ramener des paysans, paysannes en formés. Il est prouvé qu'il va falloir cultiver sur moins, avec moins de machines, moins d'énergie fossile, pour faire pousser plus avec plus de moyens humains. Et en fait, les gens sont pas du tout, les agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes, sont pas du tout incités à faire ça aujourd'hui, quoi. Et ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ces sujets par ailleurs ? Parce que je me sens hyper jugée. Non, mais t'es beaucoup plus précise que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que là, c'est ambiance. Voilà, donc la politique agricole commune. En fait, la réforme de 83, alors effectivement, la réforme sous Rocard, effectivement, là, c'est pas du tout la direction qu'il aurait fallu prendre. C'est marrant parce que tu me regardes un peu comme ça, t'es vraiment là, et je me dis, bah ça se trouve, lui il se dit, elle est pas très précise sur les dates et tout. Mais oui, c'est marrant parce que non, mais je te vois acquiescer depuis tout à l'heure et je me dis, bon, bah ça se trouve, il se dit que je suis pas assez courant. Je suis complètement largué. Non, t'inquiète. Politique agricole commune. Non, mais c'est vrai que je parle pas de ça sur les réseaux. Les gens savent pas que je suis aussi renseignée. Ouais. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est de rendre tout ça drôle. Ouais. Et donc, pour le rendre drôle, il faut l'expliquer, le démocratiser et tout. Mais c'est vrai que de but en blanc, tu me poses ces questions, moi, du coup, je vais direct dans la politique et voilà. Politique agricole commune, c'est les aides qui sont données aux agriculteurs et agricultrices qui sont décidées à l'échelle européenne. Ouais. Pour inciter à ce que tout le monde achète ce tracteur ou ce que tout le monde cultive telle chose, etc. En fait, il va y avoir des incitations financière. Je vois ce que c'est, mais je pensais pas qu'on allait. Oui, mais je pense que c'est important de le dire aussi parce que du coup, je me rends compte un peu plus de l'importance de l'audience qui a besoin de nous suivre. Tu vois, je sous-entends pas que tu sais pas ça, mais je pense que c'est important parce que les gens se rendent pas compte à quel point la politique a un impact sur la nourriture qu'on mange et tout, quoi. Et donc, c'est des décisions incitatives, financières, qui font qu'on mange de la merde ou pas, que le bio coûte cher ou pas. C'est des décisions politiques. C'est pas à cause des bobos gauchos qui vont à la Biocoop du coin, tu vois. Oui, ça, c'est l'écume des vagues. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire un truc politique. Non, c'est hyper politique. Non, mais c'est vraiment l'écume. En dessous, t'as l'océan, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, c'est la politique agricole commune. Une question sur ton équipe. Si t'as les pleins pouvoirs, de qui tu t'entoures ? Premier ministre, écologie, économie, intérieur. Est-ce que tu gardes Darmanin, tout ça ? Est-ce que je garde Darmanin ? À ton avis ? Oui, je garde Darmanin pour qu'il m'offre des services sexuels. D'accord. Voilà, mais ça sera ça. Ça sera juste ça. Et ça sera que quand je veux. Ok. Et il n'aura pas le droit de dire non. Ok. C'est hyper problématique ce que je suis en train de dire, mais ça sera bien fait pour lui. Ok. J'aimerais vraiment parler de ça comme ça en toute aisance. C'est sorti du fond du cœur. Je pense que j'aurais envie de travailler avec Jean Covici. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire avec plusieurs castes de la population et qui a envie de créer du débat et du vivre ensemble, quoi. J'ai pas l'impression du tout qu'il stigmatise les gens et qu'il dit c'est pour eux, c'est pas pour eux, voilà. J'aimerais bien travailler avec Valérie Masson-Delmotte, je pense, qui est donc l'une des autrices du GIEC, groupe intergouvernemental. Que t'as invité à ton... Elle n'est pas encore venue à mon podcast. En fait, j'essaye de réfléchir à des gens vraiment qui pensent commun, quoi, qui pensent en vivre ensemble. Et Cyril Dion, Camille Etienne, je trouve qu'ils font rêver dans leurs imaginaires, mais je sais pas s'ils auraient envie de mettre la main à la pâte. Je les mettrais plutôt au ministère des Rêves pour avoir des idées utopiques. Est-ce que tu aurais des mesures un peu mauvais esprit, du type dégonflage de pneus D'obliger les conducteurs de SUV qui n'en ont pas besoin, parce que les 4x4, par définition, c'est 4 roues motrices. T'en as besoin quand tu travailles dans la montagne, par exemple, ou dans la boue. Je sais pas qui travaille dans la boue, mais... Et donc j'avais suggéré que les personnes qui se déplacent en SUV soient obligées de porter des porte-jartelles à l'effigie de Gabriel Attal. Voilà. Ça va, il est beau, Gabriel Attal. Ouais, ça va. Sur une cuisse, ça lui irait bien. C'est tranquille, ouais. En fait, moi, je trouve que c'est bien de se rendre compte dans nos chairs de ce que ça fait. De ce que ça fait notre consommation. Il y avait un livre d'un auteur qui est décédé malheureusement, mais qui s'appelle À la ligne, qui est incroyable. C'est un super roman. Et il va à la ligne tout le temps. Et en fait, c'est sur le travail à la chaîne. C'est un livre très poétique, donc il ne l'explique pas comme ça, mais c'est un écrivain qui, à un moment dans sa vie, a dû, pendant quelques années, enchaîner les travaux à l'usine et aussi, j'allais dire en boucherie, à l'abattoir.
Et donc, c'est le travail à la ligne. Et en plus, il s'appelle à la ligne. Et en plus, il va à la ligne pendant tout le livre et tout. C'est très, très prenant. Et donc, il passe sa vie dans des hangars réfrigérés, à porter des steaks de soja, à les mettre dans des boîtes, à la suite, à la ligne, à la ligne, à la ligne. Et je me dis, si on adore les crevettes, il faudrait tous qu'on fasse un stage de 3 semaines à décortiquer des crevettes dans un hangar hyper froid parce que les produits ne doivent pas être abîmés, ou des trucs comme ça. Ça, je trouve ça assez intéressant de forcer à avoir des expériences physiques. Ouais. Au moins, quand tu manges des crevettes, t'en manges plus 2 fois par an que tous les 2 jours, quand c'est de saison, et t'as conscience dans ta chair de ce que ça fait, quoi. Je me faisais cette réflexion-là que je respecte les chasseurs, parce que c'est les seuls qui tuent la viande qu'ils mangent. Et en fait, si on nous forçait tous à tuer à chaque fois qu'on veut un steak, un machin, je pense que... ouais, bien sûr. On serait là genre... Ouais. Non, moi, j'ai tué mon premier animal il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, dans une ferme écologique. C'était quoi C'était une noix. Qu'on a mangé le soir et je ne l'ai pas mangé. J'étais à la ferme Légère, c'est un endroit très très résilient du côté de Pau dans lequel je vais très souvent. Attends, il faut que je te résume l'endroit. Ils sont autosuffisants en légumes, ils sont autosuffisants en eau, ils ont des panneaux solaires, ils ont plusieurs hectares, ils n'utilisent que le bois qui tombe sur leur terrain, dans leur forêt, ils utilisent 0 pétrole, ils ont une voiture pour 12, ils achètent aucun produit industriel, enfin tu vois, c'est vraiment les gens les plus résilients que je connaisse de ma vie, qui sont le plus anti-pétrole et qui essayent le plus de créer et de montrer qu'on peut vivre autrement, quoi. Ils et elles partent tous en vacances à vélo, enfin c'est vraiment impressionnant de voir leur mode de vie. Et ils ont plein d'animaux sur leur terrain, des ânes qui font pour l'attraction animale, mais aussi qu'ils utilisent pour leur crottin. Parce que ça fait du fumier pour le potager, des moutons dont ils utilisent la laine, et des poules dont ils mangent les œufs, et des oies, et ils en mangent de temps en temps. Mais à la base, les oies, les canards, c'est pour chasser les limaces, enfin tu vois, il y a tout est un cycle, etc. Et donc ils tuent une bête ou 2 par an, parce que au bout d'un moment, il y a trop de moutons, il y a trop d'oies, etc. Et donc moi, j'ai assisté la personne qui sait tuer l'oie, parce que je me suis dit, je mange de la viande de temps en temps, donc il faut que je sois capable de le faire. Et c'était vraiment dur, quoi. Comment c'est quoi? Faut l'égorger? Faut faire quoi? Trigger warning, je vais décrire comment on tue un animal. Donc pour tuer une oie, il faut déjà il faut l'attraper par les pattes, donc elle se débat et tout. Après c'est des animaux qui ont vécu en extérieur toute leur vie, qui ont une belle vie entre guillemets. Donc déjà l'oie elle a peur en fait. Donc ça c'est assez terrible parce que juste la poursuite. Qu'elle comprend. Je sais pas si elle comprend, mais elle a peur. Qu'il y a un truc. Elle a peur quoi. Elle a pas envie que tu la prennes par les pattes quoi. Et ensuite, j'ai fait ça avec quelqu'un qui est religieux, qui a fait une prière. Donc vraiment, il l'a pris contre lui, il l'a caressé. Elle avait l'air assez apaisée. Enfin, tu vois, elle a fermé les yeux et tout. Tu vois, tu sens qu'au début, elle se débat, puis après, elle est apaisée. Et donc lui, il a fait une prière. Et en fait, il faut l'égorger et lui couper la trachée. C'est assez intense, Ah ouais. Et une personne lui tient les pattes et l'autre personne lui tranche la gorge. Et c'est. T'en as pas mangé le soir, quoi? Non, j'en ai pas mangé le soir. T'en as mangé depuis? J'ai mangé de la viande depuis. Et que de la viande industrielle. Enfin, pas que de la viande industrielle, mais je vais pas mentir, contrairement à 90% des gens qui sont flexitariens, en disant que j'ai minutieusement choisi ma viande, etc. Je veux le faire. Et j'en mange très très peu, mais voilà. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais des chasseurs, c'est nuancé parce que les chasseurs, c'est pas tous les mêmes chasseurs. Il y a plein de chasseurs qui mangent aussi de la nourriture industrielle. Mais par contre, s'il existe des chasseurs qui tuent 2-3 bêtes par an et qui en profitent pour saler ou congeler la nourriture des bêtes qu'ils ont tuées et qui ne mangent que cette viande, oui, ça pose des questions éthiques, philosophiques sur est-ce que ces gens sont pires que ceux qui achètent du jambon toutes les semaines ou tous les jours au supermarché, quoi. Tu te rends compte à quel point on est déconnecté? Avant, les abattoirs, ils étaient dans les villes. Et maintenant, les abattoirs sont plus dans les villes. On les voit pas. Après, mais les endroits où tu brûles tes déchets, ça s'appelle plus brûlerie ou je sais pas quoi, ça s'appelle centre écologique de machin. En fait, on nous ment, on cache les trucs, on les met loin dans les quartiers où il n'y a pas les riches et tout. Et donc il y a plein de gens qui sont là et qui mangent de la viande tous les jours. Et moi, je trouve ça plus courageux. Je sais que je vais être beaucoup critiquée d'avoir tué une oie, mais je trouve ça plus courageux d'essayer de tuer un animal. Et après, si tu n'y arrives pas, de supprimer ta viande. Et juste pour les gens qui me connaissent pas, j'ai été végétarienne et même végane pendant quelques mois, végétarienne pendant quelques années. Et l'équilibre que j'ai trouvé, surtout par rapport à ma vie où je bouge beaucoup, c'est de manger un peu de viande de temps en temps quand j'ai pas trop le choix, etc. Je préfère faire ça parce que sinon je me prive pendant des mois et après j'en mange tous les jours.
Donc, j'explique ma démarche parce que je veux pas dire la meuf qui s'est jamais posé la question, etc. C'est l'équilibre que moi j'ai trouvé dans la société dans laquelle on vit. T'as arrêté l'avion? J'ai arrêté l'avion. Je l'ai pas pris depuis 4 ans, mais je m'interdis pas de le reprendre, un jour, notamment parce que j'ai 2 de mes meilleures amies qui habitent, notamment en Shoshana, dont je te parlais, qui habitent à l'autre bout du monde. Et j'en ai l'une de mes meilleures amies qui vient d'avoir 2 jumeaux et tout, donc je me dis, bon, il faudrait que j'aille voir les bébés un jour, quoi. On va passer à des mesures un petit peu festives. Mesures de célébration. Est-ce que tu décréterais une nouvelle fête nationale? Je me demande s'il n'y aurait pas des trucs à célébrer dans des avancées ou des victoires démocratiques. Ce dont je me rends compte en invitant plein de gens donc dans mon podcast qui s'appelle « Il y a plus de saison », c'est qu'il y a quand même une grosse question autour du pouvoir, quoi. Que les gens disent l'écologie, c'est pas que bien manger, pas prendre l'avion, mais c'est aussi qui prend le pouvoir et comment on décide ensemble. Et ça a été vu pendant la Convention citoyenne pour le climat. En gros, on a mis plein de gens ensemble. Il y avait des climato-sceptiques, des gens qui habitaient à la campagne, des gens âgés, des gens jeunes, des gens qui habitaient en ville, des gens de droite, de gauche. Et on leur a expliqué les gros enjeux qui arrivaient, notamment avec le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. On leur a expliqué, on leur a dit prenez des décisions. Et même les anciens climato-sceptiques, les gens d'extrême droite et les égoïstes gauchos citadins se sont mis d'accord à l'unanimité pour proposer plus de 100 mesures au gouvernement. Et Macron a dit qu'il allait toutes les faire passer sans les modifier, et c'est pas vrai. Il l'a pas fait. Et là, tu vois que tout le monde s'est responsabilisé, en fait. Tout le monde s'est dit, voilà, l'avenir de la France est entre mes mains, quoi. Donc moi, je pense que je me demande s'il n'y a pas des fêtes à créer pour ce genre de victoire, quoi. Mais malheureusement, il y a très peu de victoires, il y a très peu de choses qui sont faites dans cette démarche-là, quoi. Mais ouais, ça serait cool qu'on fête ensemble quand on arrive à discuter, à débattre et tout. Bon, c'est pas du tout le cas avec tous les 49.3 qui se multiplient et tout. Je me demande s'il n'y a pas une fête de la discussion, une fête de l'échange, une grosse fête des voisins. Fête des voisins plus quoi. Et voilà, c'est ça. Nouveau musée? Musée des sextoys. Voilà. Ouais. Voilà, c'est incroyable. Tu t'intéresses à l'histoire des sextoys, c'est intéressant. Je crois que les premiers sextoys ont été inventés pour soigner l'hystérie féminine. Et en fait, on avait le seum parce qu'on jouissait pas, quoi. Donc c'était pour nous détendre et je trouve ça super, quoi. Un petit orgasme, ça détend. Gros potentiel de développement, d'innovation. Donc hyper visuel, très intéressant, quoi. C'est vrai. Ouais. En plus, tu peux parler de plein de choses. Tu peux parler de plein de choses, faire des témoignages, des débats, montrer les scripts des gens qui ont inventé les premiers sextoys, des vidéos, bien sûr, développer tout un art cinématographique. Voilà, c'est ça. Il pourrait y avoir des jeux tests, des énormes sextoys, tu rentres dans des œuvres d'art, ouais. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai. Ouais. Il y avait eu un plug... Un plug géant, mis sur une place ou un truc. Place Vendôme. Yes. Il faisait 15 mètres de haut ou je sais pas quoi. Incroyable. Et c'était censé être un sapin de Noël, c'était ça l'excuse officielle. Donc oui, c'est totalement des œuvres d'art aussi, quoi. Est-ce que tu mettrais un nouveau livre ou une nouvelle œuvre au programme? Nouveau livre, nouveau film, nouveau... Vas-y. Je pense que je mettrais un livre qui s'appelle « Dans la forêt ». Et c'est un roman qui date des années 90. Ok. C'est incroyable, je recommande à 100% des gens qui regardent cette vidéo, et à toi en priorité, de lire ce livre. C'est l'histoire de 2 nanas, qui ont 16 et 18 ans, qui habitent chez leurs parents dans une maison perdue au milieu de la campagne, à 50 km de la première ville accessible en voiture, quoi. Donc il et elle prennent la voiture tout le temps. Et c'est l'effondrement. Donc il y a plus de pétrole, quoi. Voilà. Et c'est J+1, J+10, J+3 mois, J+1 an. Et en fait, ça se passe dans une petite maison entre 2 sœurs. Et donc tu te rends compte que même vivre à la campagne et dans la nature, tu te rends compte qu'on est déconnecté ça s'appelle Dans la forêt, quoi, le livre. Mais je ne vais pas vous spoiler, mais c'est pas Mad Max, parce qu'il n'y a pas des gens, pas du tout, il n'y a pas des machines dans le désert. C'est 2 nanas qui savent rien faire de leurs 10 doigts sans pétrole, qui s'habituent, quoi. Et elles traversent l'ennui, la peur, la solitude. L'ennui, il y a toute une partie sur l'ennui, quoi. Elles meurent d'ennui, quoi. Il y a une des 2 qui est danseuse. Et donc, toutes les 2, elles s'apprêtent à rentrer dans des grandes écoles et toutes elles ont 16 et 18 ans. Il y en a une qui était prête
qui était prise au ballet à New York ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, pendant des mois et des mois, elle danse au métronome. Parce qu'elle peut plus écouter de la musique. Ok. Parce qu'elles ont pas d'instrument. Il n'y a plus rien. Donc elle danse avec un truc mécanique qui fait tac, 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 8 heures par jour. Toi, t'as grandi à Paris? J'ai grandi à Paris, ouais. Et j'ai fait le conservatoire et le métronome, c'est insupportable. À chaque fois que je vois les trucs sur Vivalis, je suis genre, honnêtement, boîte de cacheton, on arrête le. Enfin, j'ai aucune envie de survivre à la fin de la civilisation. Vraiment, c'est. T'as déjà fait une demi-journée sans internet? Oui, j'ai déjà fait un mois sans écran. T'as fait un mois sans rien? Ouais, rien, même pas un film, ouais. Bon, déjà, j'étais dans un collectif, donc j'étais pas seule. Ok. Et ils avaient un téléphone fixe, il y avait une urgence, tu vois. Et la possibilité d'aller au potager tous les jours, une tonne de bibliothèque, des livres, ouais. un amoureux, enfin, tu vois. Donc, de quoi m'occuper, quoi. Ouais. Donc, pas seule, et c'est hyper joyeux, quoi. Il y a un truc de genre, il y a eu 3 jours où t'étais genre, t'es comme après l'héroïne, genre. Bien sûr, bah en fait, les premiers jours, j'ai dormi 14 heures. Ouais. Très inquiétant, ça. Parce que ça veut dire qu'en fait, on regarde les écrans, ça nous maintient éveillés. En fait. Et ça nous tient, ouais, ça nous donne des petits shots de café, quoi. Ouais. C'est flippant, hein. Et t'as kiffé? Bon, du coup, ouais, j'ai adoré, mais en fait, le problème, c'est qu'après, je reviens dans la vie et je souffre beaucoup. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai compris de ces mois sans écran, ces journées sans écran, de ce que ça dit de notre société et du fait que je suis pas prête à l'abandonner et que pourtant ça me fait souffrir, quoi. Moi, j'aimerais bien vivre sans téléphone dans la société, mais c'est pas possible. C'est des infrastructures qui t'incitent à la consommation, au rendez-vous, aux notifications, enfin tu vois. Et oui, aujourd'hui, j'ai plein de copains qui ont essayé, ne pas avoir ne serait-ce qu'un smartphone, c'est difficile, quoi. C'est très dur, ouais. C'est difficile. Moi, c'est juste, je veux vivre à Paris. S'il n'y a plus la technologie, franchement, ça va être pas ouf du tout, quoi. Bah ouais, c'est des bombes climatiques, les grandes villes, quoi. C'est compliqué, ouais. S'il n'y a plus de bouffe, en 3 jours, c'est fini, Paris. Ouais. Le monde dans lequel on vit est une folie, vraiment. Ok, alors j'ai une série de mesures en hausse. Ouais. Une mesure de babos. Imposer des cours de bolas enflammés à l'école. C'est quoi la bolasse? C'est des trucs qui se fait comme ça, là. Ah oui, les comme ça, là. Ah ouais. Il y en avait eu une à la fête de mon lycée qui s'était enflammé les cheveux en faisant de la bolasse. C'est a l'air assez dangereux, en fait. Oui, c'est assez dangereux. C'est un peu dangereux, je sais faire, donc. Mesure de Schlagos. Que ce soit plus la honte de s'asseoir par terre. Ok. Mais bon, c'est vraiment une mesure. Que ce soit... Non, mais tu peux supprimer les chaises. Tu peux dire... Ouais. Il n'y a plus de chaises dans les écoles. Au moins dans les écoles, dans les lieux publics. C'est ça. Plus de chaises dans les lieux publics. Ok, comme ça. Que des petits poufs. Ok. Mesure de bolos. Mesure de bolos, c'est quoi la dernière mesure de la première ministre? Ah, ok. Mesure de bolos, le 49.3 à toutes les sauces. Ok. Mesure de beau gosse. Des repas gratuits, délicieux tout le week-end pour tous. Voilà. Ok, sympa. Beau gosse. Mesure pour les grosses. Que dès qu'il y a un commentaire grossophobe, on leur donne 1 000 €. Ok. C'est pas mal ça. Ouais. Payé par la personne qui le fait également. Tu m'as traité de sale grosse? Merde. Ah, ça c'est une section que j'aime bien, des mesures honteuses. C'est-à-dire, des mesures en contradiction avec tes valeurs. Ouais, c'est ça. Des trucs où t'es là genre, ah, j'aime bien la Formule 1, j'aime bien la Formule 1. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me manque de la vie pas écolo? Là, t'as changé ton mode de vie assez radicalement. Enfin, un petit peu. Non, j'ai été beaucoup plus radicale qu'aujourd'hui. Ouais. J'ai vécu dans une caravane où vraiment pour moi, me laver les mains, ne pas utiliser la même eau pour me mouiller les mains avant de les laver et pour me rincer les mains, c'était honteux pour moi, quoi. Ah ouais, c'était vraiment... En fait, j'avais que 30 litres d'eau dans ma caravane. Et t'as fait ça combien de temps? Parfois tous les 2 jours pendant 2 ans. 2 ans. Ouais. Après, je squattais souvent chez les potes et je prenais des gros bains. Et du coup, t'as fait quoi pendant ces 2 ans? Des vidéos, du stand-up? Je vivais dans les campagnes et j'allais dans les jardins de mes abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Ambiance trio, quoi. Ambiance trio. De nos et quand j'ai pris cette décision, j'étais vraiment en train d'écouter Trio. Waouh. Sur la pelouse. Pour être vraiment au bout du... au bout du cliché, quoi. J'adore. Putain, c'est incroyable quand même. 2 ans. Waouh. Mais même quand il faisait 4 degrés. Hein. J'étais en robe, toujours rouge à lèvres. Alors j'ai vu les images de la petite caravane, là, qui est vraiment... Minus. Ouais. Plus petite que ce canapé, je pense. C'est... Ouais, pas loin. Enfin, en tout cas, il y a match, quoi. Le double de ce canapé, c'est tout. Et d'ailleurs, parce que tu parles de comment tu t'y es mis, mais j'ai pas trop vu comment tu as arrêté. Est-ce que vraiment t'as fait bon, ça suffit? Ouais, c'est ça, j'ai vraiment fait ça. C'est ça? Ouais. Ça va, j'ai besoin de me laver les cheveux, ok? Ouais, je suis en train d'écrire la vidéo de bilan, quoi, 2 ans en caravane. Ça s'est terminé quand? Ça s'est terminé épuisé sur les rotules, fatigué, malade. Truc en panne, j'imagine. Tu dois pousser la que des galères de trucs en panne, de problèmes de voiture, de pneus qui
crève d'air d'autoroute avec la caravane, que des galères. Ok, t'as fait une vidéo de ça ou pas? Non, j'ai pas fait le bilan des 2 ans en caravane. Ouais. Parce que, c'est le truc un peu, tu sais, quand tu regardes les trucs YouTube et tout, c'est quand même, c'est gaulerie, c'est sympa, machin. Mais est-ce qu'on montre assez les trucs de putain? Ouais, j'ai fait une vidéo, la face cachée de la van life ou un truc comme ça, où je prends des photos des Instagrammeuses et je dis non, ça c'est faux, c'est pas possible. Ouais. Ça pue. Bah ouais, ça pue, une caravane, ça pue globalement. Ouais. Mais surtout, il y a des gens qui font une photo avec la neige derrière dans leur caravane. Je dis, il faut pas rester dans la caravane, tu vas mourir en fait. Enfin, un truc comme ça. Moi, j'avais pas de chauffage dans ma caravane. Hein. C'est pur quand même. T'avais l'électricité? J'avais l'électricité, j'ai 2 panneaux solaires que j'ai installés sur la caravane. Donc t'avais ton portable quand même? J'avais mon téléphone, j'avais mon ordi, je faisais des vidéos, voilà. Alors du coup, pour revenir, mesure en contradiction avec tes valeurs. Ah oui, pardon. Faut qu'on fasse tous un an de van life, quoi. Parce qu'en fait, la van life, c'est pas du tout écolo. Ah merde. Donc c'est écolo parce que tu utilises que 10 litres d'eau. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que j'ai bien fait 70 000 km avec la voiture, quoi. Ouais. Ce qui est énorme. Et c'est moins bien, du coup, ouais. Ah ouais, c'est vraiment pas bien du tout. Ouais. Seule dans une voiture de 5 places. Ouais, parce qu'il faut un gros truc en plus pour tracter. Ouais, voilà, pour tracter une caravane de 600 kg. Et encore, la mienne, elle est hyper légère, tu vois. Donc c'était avant ta conversion écolo, c'est ça que je sais? Non, c'était pendant. En fait, j'ai fait ma conversion écolo pendant ce temps-là. Parce qu'après, j'ai pris notion des échelles. Ouais. Mais par contre, j'étais hyper zéro déchet, je faisais moi-même tout. Ouais. J'étais très minimaliste, donc ça m'a permis de me rendre compte que mes besoins étaient assez faibles. Mais dès que j'ai recommencé à vivre en ville, j'ai vendu ma voiture. Ouais. Je prends que le train. Et là, si je me sers de ma caravane, ça va être 2 jours par an. Le reste du temps, soit je fais du stop, soit du blablacar, soit du train, quoi. Ouais. Si tu avais parlé avec Jean Covici avant, il aurait pu t'expliquer très clairement c'est super ton truc zéro déchet, mais tu vas faire 70 000 bornes. Donc, c'est ça. Putain, ok. Oui, et puis c'est le comble de l'individualisme, quoi. C'est, tu fais rien pousser, tu crées pas de lien, t'amènes ton petit confort dans la nature. Tu fais caca là où il faut pas faire caca, tu te baignes dans les rivières avec un savon, c'est pas bien pour la biodiversité. Enfin, c'est vraiment le comble de je veux, moi, maintenant, être dans la nature comme ça m'arrange, où ça m'arrange, et je veux être tout seul, tu vois. Genre vraiment, objectivement, c'est. Alors d'ailleurs, est-ce que tu aurais une mesure tout pour ma gueule? Si j'étais très très bourgeoise, moi j'aimerais bien des soins tous les jours, quoi. J'aimerais qu'on me masse tous les jours, j'aimerais avoir un coach ou une coach sportive qui m'aident à faire mes repas et me disent aujourd'hui tu feras telle séance de sport et avoir une maquilleuse coiffeuse tous les matins, quoi. Ça serait voilà, ça j'aimerais beaucoup. Bah tu vois, il suffisait de te pousser un tout petit. Mais moi je ne ferai jamais parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'avais les moyens peut-être pas d'avoir tout ça mais d'avoir une partie de ça et je l'ai pas fait parce que je trouve ça ridicule en fait. Une mesure de petite dictatrice? En fait, d'outrepasser la justice qui prend des années, quoi. Ouais. D'aller plus vite condamner les violeurs, les auteurs de violences et tout, et de leur faire du matraquage pour qu'ils comprennent ce qui va pas, quoi. Tu vois ? En fait, moi j'ai 33 ans et j'arrive à un âge où, ça y est, dans plein de groupes de copains, j'ai des copains qui ont violé des copines, quoi. Waouh. Ouais, c'est hyper intense. C'est sorti ? Mais c'est pas sorti dans la presse, c'est sorti dans la bande, quoi. Dans la bande. Ouais, bien sûr. En fait, il y a une fille qui un jour dit, lui, il m'a violée, quoi. Donc en fait, on en parle. Ouais, bien sûr. Wow. En fait, les violeurs, ça a été prouvé que c'est nos amis, quoi. Oui. C'est nos copains, nos cousins, nos pères, nos frères. Ouais. C'est pas que des gens bizarres dans les parkings. Et je le dirai pas assez. Et je vous encourage tous et toutes à écouter le podcast. Les couilles sur la table de Victoire Chéon et notamment un épisode qui s'appelle Qui sont les violeurs pour se rendre compte que c'est souvent les cousins, les oncles. Statistiquement, en fait, c'est des gens que tu connais. C'est ça, c'est des gens que tu connais. Le pote de machin, le mec que tu as croisé une fois, tu lui as souri, il a cru que tu voulais le sucer dans les toilettes. Enfin, tu vois. Et donc en fait, même en grandissant, même moi la dernière fois, je me suis souvenu d'un truc hyper pas ok qui m'était arrivé. Mais malgré moi, j'en riais parce que j'étais là, putain, c'est ouf, c'est mon cerveau qui n'avait pas considéré ça comme un viol, quoi, ou une agression sexuelle, et en fait, ça me revient, quoi. C'est pour ça qu'il faut écouter la suite de ce podcast, Les couilles sur la table, d'un site qui s'appelle Nous faire justice, et elle interroge vraiment sur comment on fait justice. On va pas castrer ces gens-là, ça serait vraiment bête. Si on les met en prison, de toute façon, ça leur apprend rien contre les violences faites aux femmes ou aux hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes victimes de violences aussi. Ça aide pas la victime non plus. Et elle invite notamment une femme qui raconte que le mec qui a tué sa sœur sort bientôt de prison et qu'elle se sent pas spécialement sereine. Je pense que les victimes
qui voient leurs agresseurs ou les agresseurs de leur famille ou les tueurs de leur famille partir en prison se disent jamais yes, me voilà soulagé quoi. C'est genre c'est pas la prison n'est pas une solution pour soulager les victimes quoi. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc c'est des grosses enquêtes sur comment on peut se faire justice, pourquoi la justice met beaucoup de temps et tout. Et il y a un truc qui est très très intéressant qui s'appelle la justice restaurative. Ouais. Et en gros c'est en plus de la punition, c'est des discussions qui sont mises en place entre les agresseurs et les agressés. Il y a le film, là, il y a le film qui s'appelle Je verrai toujours vos visages. Je verrai toujours vos visages. Qui est incroyable. C'est super. Ouais, très très émouvant. Rien d'en parler, ça m'émeut, tu vois. Ouais. Parfois, les victimes ont besoin d'être entendues, d'être comprises, de comprendre aussi pourquoi d'autres gens ont fait ça à d'autres personnes qu'elles-mêmes. Et en Colombie, là, en ce moment, il se passe quelque chose d'incroyable. Donc, depuis 2016, il y a un traité de paix qui a été signé entre les FARC, donc, qui étaient en gros des rebelles armés, la population civile qui se prenait tout dans la gueule, et des milices militaires, quoi. En gros, il y avait une guerre civile à Troyes, c'était catastrophique, ça a duré 60 ans, 65 ans. Et en fait, il y a des gens qui sont nés FARC. Donc tu peux pas mettre en prison la moitié d'une population. Si tu peux pas mettre la moitié de la population en prison, comment on réconcilie un peuple ? Ces gens-là, notamment, aujourd'hui, c'est en cours, ça fait des années que ces gens-là sont jugés. Bah, parfois, il y a un FARC qui va ouvrir une entreprise avec un mec dont il a tué la sœur, par exemple, ou le frère. Et en fait, ensemble, ils vont créer un intérêt business et un intérêt amical, en fait. Ils vont relier des liens, retisser des liens. Comme ça, c'est pas on te coupe une main, on te met en prison pour toujours. Enfin, c'est comment on crée des intérêts communs, comment on se comprend, comment on s'excuse aussi, tu vois. Comment les autres comprennent dans leur chair ce qu'ils ont fait et comment ils ont pu gâcher la vie d'entièreté de famille et tout. Mais c'est très, très, très intense, quoi. Et la justice restaurative, je finis là-dessus, ça a été inventé dans les milieux queer, notamment. Où en gros, quand ils allaient voir la police pour dire j'ai été violée par je suis un homme, j'ai été violée par Jean-Pierre, en fait la police disait non. Désolé mais non ou casse-toi Salomo quoi. Enfin c'était vraiment ce qui était dit à l'époque. Et donc ensemble ils étaient amenés à encore traîner ensemble, aller dans les mêmes bars et tout. Donc ils ont dû discuter, décider qui punit qui, etc. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, à 33 ans, avec mon éveil au féminisme et ceux des amis, oui, au bout d'un moment, on voit des situations de viol arriver ou d'agression et comment on gère ça en groupe, quoi. C'est hyper délicat, mais ça arrive souvent. Récemment, ça m'est arrivé, j'ai un copain de 37 ans qui était là, oui, mais il mérite du pénal et tout. Je disais à mon ami, mais c'est fou que tu tombes des nues, parce qu'il me trouvait pas assez dur. Je dis, oui, mais toi, tu tombes des nues, mais moi, c'est pas la première histoire de viol que j'entends. Enfin, moi, c'est du cynisme, mon calme face à cette situation, quoi. Parfois, le groupe exclut le gars. Parfois, on essaie de parler au gars et à la meuf et de mettre des mesures punitives et de faire que le gars se fasse suivre psychologiquement. Enfin, il y a plein de façons de gérer, quoi. Mais en tout cas, il y a 1% des plaintes pour viol qui aboutissent, donc c'est pas porter plainte la solution, quoi. Ça n'est pas la seule, en tout cas. C'est intense. Hein. C'est dur d'enchaîner après ça. Moi, j'avais genre. Et on fait quoi le total ? Enfin, t'as un truc pour rendre la décroissance cool ? Timothée Paric. Ouais, c'est ça. Ouais. La moustache de Timothée Paric. C'est tout ce qui va autour. Ouais. Ah, tiens, j'ai juste trois petites dernières questions. Oui. Est-ce que tu as une mesure pour les décolletés ? Laisser les décolletés vivre leur vie, mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de sexualiser les femmes pour leur décolleté. Donc, quelle mesure on pourrait faire qu'à chaque fois que quelqu'un regarde que quelqu'un discrimine une femme parce qu'elle a un décolleté, donc soit qu'il la sexualise à tort, soit qu'il la dévalorise dans sa tête, soit qu'il veut la violer dans un coin, soit qu'il... Bon, ça change rien d'ailleurs d'avoir un décolleté ou pas, tu te fais quand même violer. Que peut-être ses yeux deviennent noirs et pleurent du caca, mais pendant 1 minute, quoi. Ok, ça paraît bien. Ouais. Ok. Mais du coup, tout le monde le sait, tu pleures du caca, ah non. Tout le monde regarde comme ça, comme s'il avait pété, tout le monde. En plus, ça pue, ouais. Tu montes énormément de toi. Je croyais que t'allais faire, tu montes énormément tes seins. Ça aurait été hyper drôle. Oui. Putain, je suis passé à côté d'une très bonne blague, mais ça aurait été quand même plutôt malaisant. Tu montes quand même beaucoup. Tu montes beaucoup de toi. Est-ce que t'as pas peur d'une sorte de dilution de toi-même ? Je faisais beaucoup ça avant, mais je le fais beaucoup moins maintenant. Ma vie personnelle est quand même beaucoup plus secrète. En fait, moi, je fais des vidéos parce qu'elles me viennent du fond du cœur. Et il y en a qui font des buzz que je contrôle pas. Et les gens s'emparent de mon travail et disent ce qu'ils veulent dessus. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas contrôler comment les gens interprètent ton travail, quoi. Donc ça a été hyper intense. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Il m'a quitté par mail » sur une rupture amoureuse, un deuil amoureux. Et ça m'a collé à la peau pendant des années, quoi. Donc les gens voulaient prendre des nouvelles de tes amours. De mes amours en permanence et tout. Maintenant, j'ai réussi à mettre une distance super, donc j'en parle, mais les gens savent pas trop où j'en suis.
Il y a un moment, je racontais que j'étais en relation ouverte, j'étais vraiment la pro des relations ouvertes et tout. Et là, les gens savent pas trop si je suis en relation ouverte ou pas. Je me suis mariée, les gens savent pas trop si je suis encore mariée ou pas. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, mais je le vis très bien, quoi. Ouais. Bravo, désolé, je ne sais pas si t'es divorcée. Et ouais, donc c'est cool. Moi, j'aime bien montrer aussi cette image de femme qui a une vie amoureuse riche, enrichie, mais sans donner de détails au jour le jour, quoi. Ça me plaît beaucoup de faire ça, ouais. T'exprimes de plus en plus de colère, d'exaspération. Donc ça doit résonner avec plein de gens qui ont une colère, une exaspération. Est-ce que... C'est d'ailleurs le sujet de mon spectacle. Ouais. La colère. J'ai écrit un spectacle de stand-up qui s'appelle Calme. Ok. Et qui est au Palais des Glaces. Tous les jeudis, vendredis, samedis. De quand à quand De janvier à mars. Et avril, mai, juin, c'est en tournée. Et c'est toutes les semaines 3 fois par semaine. 3 fois. Ah ouais, excuse-moi, chef. Non, t'inquiète. Que t'étais big. C'est combien de places le Palais des Glaces 500. Ouais. Voilà. On y est. Donc t'exprimes une colère, t'exprimes une exaspération qui résonne avec plein de gens. Est-ce que parfois t'as pas peur d'être dans la résonance, mais de pas forcément réussir à convaincre le camp d'en face? Ou est-ce que t'es genre, c'est ce que j'en pense, démerdez-vous avec ça? Ouais, tu sais, ça fait combien de temps que tu fais de la comédie, du stand-up? 4 ans. 4 ans. Et ben moi, au début, dans mes premières années, j'avais lu The Comedy Bible. Ouais. Et en gros, c'est un livre qui t'apprend un peu à écrire des vannes et qui te dit, quand tu constates un truc un peu drôle, donc le prémisse, les gens dans le métro regardent leur portable, j'ai un truc hyper cliché. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que ça te fait créer du chagrin? Est-ce que ça te crée de la colère? Et moi, je ressens toujours de la colère dans mon écriture de vanne, quoi. C'est vraiment c'est ton émotion. mon moteur principal. Donc en fait, je me dis pas, je vais pousser un coup de gueule. C'est juste, ça vient du fond du cœur, quoi. T'aimes bien Bill Burr, du coup? J'adore Bill Burr, c'est vraiment l'un de mes humoristes préférés. Le mec de la colère, c'est l'un de mes top 3 humoristes. Ouais. C'est marrant. C'est quoi ton top 3 par curiosité? Ali Wong. Ouais. En ce moment, parce que ça fluctue tout le temps. Bill Burr. Maintenant que tu le dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en interview, mais tu vois, c'est marrant que tu pointes le doigt. J'aime énormément le travail d'Élodie Arnoux en France. Ouais. Que je trouve vraiment brillante. C'est elle qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Instagram, notamment parce qu'elle avait fait une vidéo sur le racisme systémique, quoi. J'ai pas vu. Une vidéo hyper drôle d'une petite nana, on dirait qu'elle a 16 ans alors qu'elle a 2 enfants, 35 ans. C'est vraiment une femme incroyable. Sur scène et tout, je dis beaucoup de trucs border parce que justement, je suis connue pour mon féminisme. Donc, je suis la mieux placée pour faire de l'autodérision sur les féministes. D'accord. Alors que un mec qu'on connaît pas, qui a jamais sorti un truc féministe de sa vie, qui va critiquer les féministes. Bien sûr. Donc moi, mais lui, il a aussi un côté repoussoir pour certaines féministes, en tout cas. C'est ça qui est, bien sûr. ça qui est intéressant. Moi, ça me fait hurler de rire, mais c'est surtout que moi, j'ai l'impression qu'il déconstruit la virilité, en fait. Sur scène, en fait, il parle de tous les trucs sexistes qu'il fait, mais il montre surtout la souffrance qu'il a d'incarner cette virilité. Du fait qu'il peut pas prendre un bain sans penser à se suicider, quoi. C'est hyper drôle, quoi. Il dit, moi je vois ma femme, elle met des bougies et tout, moi je me mets dans mon bain et je suis là genre, I'm gonna kill myself, tu vois, genre je peux pas m'empêcher d'être un homme dans le bain et je me dis c'est le moment de se suicider, quoi. Je crois que c'est un 2e ou 3e spectacle où il explique que c'est pour ça que les hommes meurent à 50 ans, parce qu'ils ont passé 50 ans à réprimer leur envie de caresser un petit chien, quoi. Et que ça ressort un jour, il craque. Pour moi c'est vraiment l'un des sketchs qui m'a le plus touché et époustouflé, c'est qui m'a bluffé, quoi. C'est vraiment le sketch où il raconte qu'il a dû donner son chien parce que son chien était très agressif, qu'il allait avoir un bébé. Et il raconte sa femme, comment elle a géré son chagrin. Tous les jours, elle a pleuré de plus en plus, des gros sanglots et tout. Et donc le jour où ils ont dû donner le chien à un éleveur de chiens parce qu'il n'y a que lui qui a accepté le chien hyper agressif dans sa vie. Elle était prête, quoi, et lui il a pas chialé une seule fois, et quand il a donné le chien il a cru mourir, en fait, parce que le chagrin il s'est pas effondré, il a mis dans une jarre, il a mis dans une jar, dans un bocal, et il a fermé avec tous ses traumatismes d'enfance, et il fait du coup c'est pour ça que parfois quand ça marche pas mon SMS j'explose mon téléphone contre le mur, quoi. C'est incroyable parce que moi je me sens plus Bill Burr que sa femme, quoi, mais c'est époustouflant d'intelligence, quoi. Dernière mesure. Dernière mesure, que tout le monde vienne voir mon spectacle. Calme, au Palais des Glaces, 3 fois par semaine. C'est trop bien parce que j'avais écrit dernière mesure et en dessous, plus promo si pas déjà fait. Donc... Attends, mais j'ai d'autres promos. Tu sais quand est-ce qu'il sort ton podcast ou pas? Normalement, samedi, pas celui-là, celui d'après. Ok. Ça sera trop tard, je pense, c'est pas grave. Pourquoi? En gros, j'ai un podcast qui s'appelle Il y a plus de saison, donc c'est un espèce de talk show avec un ou une spécialiste de l'écologie, et j'annonce sur Instagram toutes les dates. Pour l'instant, c'était juste à l'Européen, mais il y a pas mal de dates au Cabaret Sauvage aussi, c'est sur place. C'est trop bien, franchement, c'est super. Cool. Les prochains épisodes, mais à l'heure à laquelle ce podcast tourne, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, c'est déjà sorti.
On a tourné il y a plus de saison avec Cyril Dion et avec Cécile Duflot, l'ancienne ministre. Donc ça va être vraiment incroyable. Nice. Ouais. Tu me rends les pouvoirs? Yeah. Merci Swan. Même pas de cérémonie, rien. Non, rien. Un petit shot, quelque chose. Ah, si tu veux, on a des Ferrero Rocher. Tu veux un Ferrero Rocher? Ouais, mais je vais pas le manger devant la caméra. Si, vas-y, fais-toi Pas kiffer. faire genre. La dernière fois, on avait Mao, elle s'est fait un sneakers, donc Ah bah super. te fais pas chier. Tiens, Merci. merci à Quel toi. âge? Il est hyper bourgeois cet appart. Moi, j'ai quel âge? Ouais. 37, On sent que t'es installé dans la vie d'adulte. vraiment. Avant, j'étais pas trop... Il date, non? Ah bon? Ah, il y a Je du sais coco pas. dedans. Ils sont dégueux? Crache, Ou hein. alors il date. Te prends pas la tête.